Mais tu vois, quand tu parles justement comme ça d'albums décriés, enfin, du coup, qui sont, j'ai plus le mot, en tout cas qui sont rejetés par leur auteur. Tu vois, tu parles du coup, le groupe qui a split Killers après ça parce que ça a été très compliqué. Il y a eu des divisions au sein du groupe. Moi, je pense, j'en ai parlé dans une vidéo par rapport à Suffocation, mais leur deuxième album, c'était compliqué pour Suffocation. Parce que du coup, c'était Relapse Records, j'en ai déjà parlé plus d'une fois, qui a voulu faire des économies de bout de chandelle pour leur disque après Effigy of the Forgotten. Donc Breeding the Spawn qui a été enregistré dans un studio qu'ils maîtrisaient pas. Et donc tu écoutes Breeding the Spawn aujourd'hui, le son est pourri, mais vraiment le son ça va pas. Mais les compos sont géniales. Et là justement cet album a été réhabilité parce que les gens ont compris les compos. Et je me souviens qu'à une époque, Breeding the Spawn il était à 6 sur 10. Maintenant les gens n'hésitent pas à mettre 9 sur 10 parce qu'ils ont compris les compos. Et ça a posé des problèmes parce que passé 95 avec Peace From Within, Suffocation a split en 98. Et c'est pas pour rien parce que les bévues avec Breeding the Spawn ont fait quand même qu'il y a eu le line-up qui a changé, il y a quelqu'un qui est parti. Du coup c'est eu Tibbs, ouais ça va très bien, merci. Donc tu vois là je parlais un peu de Suffocation, mais après c'est pas non plus voilà, ça a été réhabilité, c'est pas ça que je voulais parler. Moi je voulais parler de Pestilence. Alors toi je sais pas si tu es vraiment familier avec Pestilence. Alors j'ai beaucoup écouté Consuming Impulse, Ouais. si je dis pas de bêtises. Les fourmis. C'est ça, hein, Pestilence. Ouais. Les fourmis. Ouais. Cette cover Ouais, les fourmis, mythique. Oui, Bah, vraiment très très bon album. Et évidemment, j'ai écouté comme tout le monde Testimony of the Ancients. Bien sûr. Avec un des plus beaux solos de death metal sur Land of Tears. Ah, ben Land of Tears. Mouah. Incroyable morceau. Bien sûr. Mais en fait, c'est simple avec Pestilence. T'as Malleus Maleficarum qui est vraiment du thrash, qui tend un peu vers le death metal, qui fonctionne super bien, c'est efficace et tout. Consuming Impulse, t'as un son, mais vraiment le son de batterie qui est dinguissime. Tu commences à avoir petit peu le côté technique qui ressort. Alors là, Testimony of the Ancients, c'est bon, on est dans le prog, on est bien installé. Et ce qu'il y a, c'est que Patrick Mameli, quand il a signé auprès de... c'était Relapse, je crois, hein, c'était aussi... que je dise pas de bêtises. En tout cas, quand il a signé pour... ah non, c'est pas Relapse, ils disent... bon, c'est pas grave. Bref, en tout cas, quand il a signé pour publier Malleus Maleficarum, il a signé un contrat qui stipulait qu'il devait 4 albums. Donc il a fait Malleus, il a fait Consuming, il a fait Testimony, et il avait le 4ème du coup qu'il devait forcément faire, puisque c'est contractuel, tu dois le faire. Et sauf que comme Testimony a énormément marché, ça a vraiment été avec le Human de Death, ça a été vraiment un raz-de-marée, ça a super bien marché. Le label dit écoute, tu me fais la même chose, hein. Sauf que Mameli, il voulait faire du prog. Et donc Spheres, c'est un album, c'est compliqué en fait, parce que il avait la pression du label. Sauf que Mameli, lui, il écoutait un peu ce qui se faisait avec Cynic, tout ça. Il disait mais moi j'ai envie de faire des inspirations de jazz, des ambiances synthé, j'ai envie de m'amuser un peu, j'ai envie de faire un album concept et tout. Et le truc c'est que enfin non, c'était Roadrunner, pas Relapse, Roadrunner. Donc Roadrunner qui met la pression, comme pour Suffocation. Et pour Malevolent Creation aussi c'était pareil. Donc Mameli il sort l'album mais en mode niquez-vous en fait, cet album c'est voilà, c'est de la merde, c'est de votre faute le label. Et purée cet album là, en niveau relation amour-haine, justement il y a hier je regardais la dernière vidéo de Quentin qui fait la chaîne Death Metal Émanation. Donc lui il est vraiment spécialisé Death Metal. Et il parlait comme ça des achats à l'aveugle. Et justement il avait pris à l'époque le Spheres de Pestilence parce qu'il avait aimé Testimony. Il a pas du tout compris Spheres. Donc là on a deux trucs. On a à la fois la rupture du contrat entre auditeurs et groupe, parce que Spheres vraiment ça a rien à voir avec Testimony of the Ancients et le côté thrash qu'il y avait auparavant. Si en plus tu compares au Focus de Cynic qui est sorti en 1993, désolé hein, mais Masvidal il maîtrise mieux. Voilà, à un moment mais Masvidal aussi c'est un furieux hein,
Du coup, je regarde un podcast avec Kelly Schaeffer l'athéiste. Mais entendre le chanteur athéiste et le leader de Cynic parler ensemble, c'est génial. Et justement, ils parlent à cette époque-là et tout, enfin, c'est super sympa. Mais du coup, voilà, t'as cet album qui a le cul entre plein de chaises. À la fois la pression du label, la scène actuelle à ce moment-là, il y a 93, c'est aussi le Individual for Pattern Death. Donc là, Spheres, il arrive vraiment avec une concurrence déloyale. Et puis surtout, le son de l'album, il est calamiteux. Mais alors, pourquoi j'en parle? Parce que moi, à la base, j'aimais pas cet album. Et en fait, je l'ai réécouté parce qu'à un moment, je me faisais un peu chier. Je fais allez, je le lance, j'en attendais vraiment rien. Et là, je fais mais... Purée, mais... Level of Perception, Personal Energy, Soul Search... Putain, mais il y a un truc... Et là, Changing Perspectives... En fait, c'est le sale gosse qui arrive à pondre quelque chose d'efficace et d'intelligent. Enfin, c'est... En gros, c'est une image un peu horrible que je vais dire. Mais c'est genre... Tu croyais pas qu'il aurait pu... c'est comme cet élève, tu crois pas qu'il pouvait pondre ça. Et tu doutes un petit peu de ce qu'il a fait. Mais en vrai, si, il l'a fait. Et vraiment, c'est un album qui... Voilà, c'est pas facile. Mais il est plein de qualités. Il est plein de qualités. Si on arrive à pardonner ce contexte très délicat qui était 92-93 pour Amélie. Bah oui, tu m'étonnes, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont passées en même temps pour un seul même album, surtout à cette période-là de l'émulsion du death et puis toutes les transformations qu'il subissait avec beaucoup plus de prog, beaucoup plus de technicité, Ouais. avec tout ça. Moi, j'avoue, j'ai jamais écouté Sphere. Spheris, est-ce que je le ferai, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que Pestilence, je te vois souvent poster sur Pestilence et puis les sangs, j'ai l'impression que c'est un espèce de truc amour-haine à chaque fois. Parce que je sais pas si t'aimes ou t'aimes pas, mais il y a plein de choses. Moi, je suis un peu éloigné de tout ça, même si j'aime beaucoup Consuming Impulse. Moi, je suis très pas du tout exceptionnel dans les trash, le death, le black. Je vais aimer les premiers trucs qui sont sortis, les grands noms. Ouais. Je vais me pencher un peu plus précisément sur les scènes, donc je vais pas te citer d'autres choses. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, pour Sphere, il a dû subir quand même de sacrés contre-coups à l'époque de sa sortie. C'est exactement ça, et ouais, tu le dis bien en fait, c'est qu'en gros, c'est une accumulation d'éléments qui font que c'est dur quoi. Et non, moi, Pestilence, c'est un groupe que j'aime énormément. J'ai découvert ça en 2011 en même temps que Death, Athéiste, Cynic, Control Denied. Pour moi, Pestilence, c'est un groupe immanquable. Je reçois en Testimony of the Ancients, c'est un game changer. Enfin, vraiment, c'est. Ce qu'il y a avec Pestilence, c'est que Mameli est une personnalité particulière et sur les réseaux, c'est festival. Il est full complotiste. Et là, actuellement, il a fait une tétrachier de posts sur les chemtrails. Ah, il est perdu complet, le mec. Et c'est pour ça que. Ah oui, c'est fou. Et là, par exemple, il a sorti Levels of Perception, qui est un best-of de morceaux live et tout. Alors là, il y a 11 avis sur Metaloom, 0% tous. Voilà. C'est trop drôle. Mais en fait, Mameli sur les réseaux, c'est festival. Et justement, j'en parlais dans mon bilan mi-2024, en parlant d'Exitium, qui est un album que j'apprécie beaucoup. En fait, il a fait un clip sous IA. Et il est à fond IA, hein. Y a pas de problème avec ça. Pour lui, y a pas de problème. Et en fait, il publie ça. Et il empêche les gens de commenter. Et il dit ouais, c'est par IA, si t'es pas content, tu pars. Sauf que c'est quand même le mec dont le slogan à une époque était In Manipulation We Trust. Donc, il est complotiste. Il parle des chemtrails. Il est contre la manipulation gouvernementale. Mais il utilise les armes qu'il dénonce prétendument du gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, cette dissonance cognitive à tous les niveaux, ça fait que Pestilence est un groupe qui m'est extrêmement sympathique. Parce que il me fait rire, Mameli. Tu sens qu'il est paumé. Parce qu'en interview, c'est pas. Tu vois qu'il est en proie au doute, qu'il cherche, qu'il tente. Et il est humain. Il est humain. Mais je comprends qu'on ait du mal.
Par contre, Mais je suis musique. mort de rire parce que la première chronique sur Oui. l'encyclopédia, c'est Pestilence used to be good, man. C'est vraiment très très drôle, je l'ai mis en diagonale là. Ouais. Le mec, il est vraiment au bout de sa vie. Non mais, The vocals aren't the only bad thing here, you guessed it. Oh, mais ah en, ouais, non, en fait, c'est ça de constater la chute du groupe, quoi. Parce que, à l'époque, il n'y avait pas internet. Ouais. Et quand même, l'absence d'internet, ça empêchait que des artistes disent de la merde. Parce que, franchement, parfois, c'est mieux de laisser parler la musique, non? Bah, après, tu vois, c'est rigolo que tu parles d'internet parce qu'effectivement, pour tous les groupes que j'ai pu, enfin tous les albums qu'on a pu citer aussi, euh, l'arrivée d'Internet avec à multiplier les avis sur différents groupes ou différents albums. Effectivement, ça se trouve en 95, il y avait un mec aux États-Unis qui était très fan de The X Factor, par exemple, qu'on a évoqué en début d'émission. Oui, Euh, Comme il y a eu des fans de X Factor en France en 1995, quoi. Mais ces personnes-là, elles n'étaient pas réellement en contact. c'est vrai. Même si voilà, ça existait, les courriers, le tape trading, surtout Iron Maiden qui avait une scène bootleg absolument dantesque. Mais Internet a fait aussi que les gens ont pu aussi reconnecter avec des personnes qui aiment les mêmes choses. Et ça, je pense que typiquement, par exemple, pour Blaze Bayley, Internet a fait beaucoup, voilà, des Oui. gens qui ont pu se parler et se dire putain, mais moi aussi je suis fan de la carrière solo de Blaze Bayley, j'adore ses premiers albums, j'adore ce qu'il a sorti à cette époque-là et tout. Donc ça a dû faire beaucoup aussi pour les albums décriés l'arrivée d'Internet, Ouais. de permettre à des gens qui, eux, effectivement, aimaient le truc de pouvoir se retrouver et de pouvoir former une communauté qui a plein de ces albums qui sont décriés. Et de faire sortir de l'ombre des albums qui malheureusement étaient méconnus. Je pense à H-Bomb, qui a justement connu un second souffle via internet. Fates Warning, qui a aussi connu un second souffle par ça. Mania Road, tout ça. En fait, tous ces groupes un peu sous le radar qui pourtant ont eu une influence, et bah c'est grâce à internet qu'ils ont pu être remis en avant. Et ça c'est chouette, c'est vachement chouette. Bon, j'ai trop parlé de Pestilence. Ah oui, vas-y. Non, c'était tout. Voilà. Je voulais juste affirmer ce que tu disais. Affirmer, je sais pas comment dire. Oui, oui, d'accord. Bah ça va. Bah non, je voulais juste te proposer de passer du coup proposer un autre truc, un autre album, un autre groupe. Yes. Alors, je vais parler. Bon, là, on va rentrer dans le heavy metal un peu sombre. Des choses pas très connues. Enfin, pour moi, c'est très connu, mais je vais en parler. Je vais voir qu'on est 4 pédos à connaître ça. Non, il s'agit du groupe américain qui s'appelle Twisted Tower Dire. Ah, mais oui. Mais Ah. voilà. Un peu sorti, heavy, un peu thrashisant, un peu puissant. Moi j'aime bien. Ouais, power, épique, tout ça. Ouais. Ils ont sorti 2 albums qui ont été ultra plébiscités en 2003 et 2007 avec Rest of the Martyrs et puis Oui. Netherworld, Oui. qui sont vraiment deux très grands albums. Moi Mais c'est pas de celui-là que je veux parler. Moi, je veux parler de l'album qui est sorti après en 2011, qui s'intitule Make It Dark, parce que la donc cover. ouais, la cover elle est pas ouf. Ouais. Désolé. Mais attends, ouais, là où je vais poursuivre mon propos Vas-y. pour aller là où je veux en venir. Du coup, t'as Tony Taylor, donc le chanteur de l'époque, hein, qui est décédé en 2010. Rip. Donc après la sortie de Netherworld en 2007. Mm. Et le groupe s'en est quand même vachement remis vite, puisque 2011 Make It Dark sort. Et qui tranche vraiment avec Netherworld et puis Crest for the Martyr dans ce qu'ils essayaient d'amener en termes de heavy metal. Et je sais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé Make It Dark. Il a vraiment, je pense, il n'y a pas vraiment d'infos parce que je pense un album comme ça sorti en 2011, c'est pas un album qui a fait les devants de la scène où on en a beaucoup entendu parler, pas du tout. Non, pas du tout, ouais. Et en fait, moi je trouve que donc le chanteur qui s'appelle Johnny Owen sur cet album est absolument fantastique. J'adore sa voix, j'adore la tessiture de sa voix, j'adore ses lignes de chant. J'aime vraiment énormément Johnny Owen. Et le groupe a quand même
assez, assez changé de style. Enfin, on est passé sur quelque chose de des metal un peu plus classique, mais et presque un peu plus imagé. Je sais pas trop comment décrire. Beaucoup moins épique, bien D'accord. évidemment, même si on a encore, même si on a encore un peu. Et en fait, je pense que le groupe s'est pris un backlash avec cet album. Je pense qu'il y a une certaine partie de la scène, une certaine partie de leurs fans qui leur ont dit non, mais depuis le décès de l'ancien chanteur, ça va pas Oui. du tout. Moi, je trouve ça quand même absolument aberrant ce que vous proposez, c'est pas bon du tout. Et du coup, donc moi j'ai beaucoup aimé les Kid Dark, et je pense que ça leur a donné l'envie de faire un deuxième groupe. Et du coup, ils ont fondé, donc, allez, 2-3 ans après, Walpurgis, avec lequel ils ont sorti Walpurgis Night en 2017, qui est un album absolument incroyable. Donc avec Johnny Owen au chant, vraiment, où là, on a Make It Dark, mais poussé à... tout a été augmenté, tous les potards ont été mis à fond en fait. Et moi j'ai une version de cet album où il y a un comic book. Les paroles sont dans le comic book. Et je trouve ça incroyable. Excellent. Ouais, non, franchement, la version, elle est ouf. Toutes les paroles dans le comic book, c'est vraiment trop bien fait. Et c'est vraiment ce que ça me fait ressentir. Et c'était déjà là un peu sur Make It Dark. Et je pense que le fait d'avoir eu un backlash un peu avec... je pense des gens qui n'ont pas trop apprécié l'album, qui ont dit c'est pas du tout Twisted Tower d'ailleurs. Puis ils ont dit bah ok, pas de souci. Bah, on va faire Walpurgis. C'est la continuité de Make It Dark. Alors après, ils ont sorti un album de Twisted Tower Oui. d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps. 2019. Que ça, ouais, 2019. Ouais. Qui est pas trop mal. Franchement, ça va, il est sympa. Mais c'est pas au niveau de Make It Dark pour moi et de Walpurgis Night. Wars in the You Know. Ils ont essayé de retourner un truc un peu plus épique. Mais ils peuvent pas s'empêcher quand même d'avoir ce côté, voilà, ce grain de Make It Dark, de Walpurgis. De toute façon, c'est les mêmes compositeurs, puis c'est Johnny Owen au chant. Donc forcément, ça a son impact parce qu'il a une tessiture de voix tellement reconnaissable que du coup, ça marque la musique. Mais voilà, c'est de se dire que je pense que sur des trucs qui n'ont pas fonctionné, je pense donc à Make It Dark, voilà, qu'on donné naissance, bah là, à un autre groupe en fait. Oui. Et merci aux gens qui ont dû se plaindre de Make It Dark pour pouvoir mettre en valeur ce Walpurgis, quoi. Ouais, Walpurgis que tu aimes au point d'avoir... Du coup, je comprends mieux. Ah oui. Bah oui. Oui, c'est mon pseudo sur pas mal de trucs. Bah ouais, je comprends mieux. Mais tu vois, c'est vrai que Twisted Tower d'ailleurs, alors moi c'est vrai que c'est un groupe que j'ai découvert en même temps que Witchfinder General, tu vois, un peu il y avait du Heavy Doom un peu épique par moment, alors que ça n'a rien à voir, hein, mais c'était à ce moment-là. Non, ouais. Mais lors de Weird Soufflé, tu vois, ce genre de groupe. Battle Roar aussi pour les Grecs. Ouais. Côté heavy epic et tout. Et moi, c'est vrai que Crest of the Martyrs, à chaque fois que je l'écoute, je fais putain, faut que j'en parle sur la chaîne Mom. Par exemple, To Be a Champion. To Be a Champion. C'est du génie. Et moi, c'est vrai que je trouve que il y a un côté un peu thrashisant dans cette ligne vocale, certains riffs. Après, c'est pas thrash comme on s'imagine, Municipal Waste, ce genre de choses. Moi, c'est plus le thrash Judas Priest. Oui, parce que Judas Priest a beaucoup inspiré le thrash. Ben, je parlais de Winter's Bane avec Tim Reaper Owens. C'est plutôt voilà ce thrash power, quoi. Et c'est vrai que du coup, Twisted Tower d'ailleurs, 2003, Crest of the Martyrs, t'as vraiment ce côté voilà power américain avec cette touche agressive à quelques moments, pas tout le temps. Et puis ce son de batterie qui est tu vois, il prend la place. Et du coup ça fait vraiment un son guerrier et puissant. Et j'ai envie de dire, Crest of the Martyrs, c'est la carte que je veux utiliser quand quelqu'un m'utilise Manowar, tu vois. Parce que ouais, Manowar c'est puissant, c'est épique. Écoute Crest of the Martyrs, c'est vachement plus intéressant. Après on n'est pas là pour faire une hiérarchie de machin, mais c'est que si tu trouves que Manowar c'est épique mais que c'est toujours pareil, Twisted Tower d'ailleurs,
C'est la bonne carte, c'est le bon groupe vers lequel piocher pour avoir de l'épique varié. Ouais, totalement. Totalement. Après, tu vois, moi, c'est pas. Moi, c'est pas ce que je vais préférer, hein, clairement, dans Twisted Tower d'ailleurs, quoi. Moi, j'ai vraiment ce- cette Mec, appétence ouais. pour la voix de Johnny Owen, hein. Je reviens toujours sur ça, mais la voix de Johnny Owen est vraiment. Elle match complètement avec ce que j'ai envie de ressentir à certains moments, et je la trouve absolument exceptionnelle, quoi. Parce que C'est c'est vraiment ça ouais. qui me touche dans ce qu'ils ont pu faire. Parce que c'est vrai que la voix du premier chanteur du coup sur Curse of the Martyrs, elle est quand même plus, on va dire, dans le un peu à la Manowar, un peu dans le power américain. On est sur les choses assez classiques. Genre dans C'est Make ça, ouais, elle est très bien, mais elle est classique, quoi. voilà. Et dans Make It Dark, tu dirais qu'elle va tenter des choses un peu différentes, c'est ça? C'est beaucoup plus mélodique. C'est vraiment sa tessiture qui est. C'est pas quelque chose d'absolument oufissime comme peut l'être. Merde, j'ai oublié le chanteur de Fates Warning des Oui. années 80. Oui, le premier chanteur Fight Warning, de toute façon, qui a inspiré aussi tout le métal technique comme Ouais, c'est Spear ça. Architect. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que C'est c'est. pas complètement fou comme ça, ou King Diamond qui va tenter Voilà. des choses absolument folles. Ou je pense Non, non, Mania c'est- Road. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, ouais, vraiment particulier. C'est vraiment cette tessiture, ce grain, son Ouais. grain de voix qui me plaît vraiment énormément, et que je trouve vraiment fantastique, quoi. Ah, le plus simple, c'est de trouver un petit extrait pour qu'on puisse se rendre compte de sa voix. J'en mettre un petit peu. Hop. Ah bah tiens. Mais voilà, j'en ai pas beau discuter avec beaucoup de gens. Moi, je pense vraiment que Make It Dark a pas plu à certaines personnes, et que le groupe en a pris compte, et que du coup, ils ont remédié à ça en créant deux groupes, en fait. Je pense Ouais. vraiment qu'il s'est passé ça, en fait. J'extrapole, bien évidemment, parce que je suis pas. Non, mais ça peut être, tu vois, Pas comme pour. discuter avec le groupe et tout ça, mais je Ouais. pense qu'il s'est passé ça. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé Make It Dark. Mais c'est pas déconnant, tu vois, c'est comme Schuldiner qui, quand Symbolic est sorti, disait ouais, mais voilà, Death, c'est pour les gens, ça va être Death Metal sans arrêt. Moi, je vais faire du heavy, bah, je crée Control Denied. Et si Perseverance est sorti, c'est parce que si Son of Perseverance est sorti, c'est parce que Nuclear Blast a fait le deal. Bah, on te signe pour Control Denied, mais tu nous fais un dernier Death. Hmm. Walpurgis, Ouais, du coup, voilà. Ouais, c'est Walpurgis. Ok. C'est ça. Juste, je vais mettre encore un C'est extrait mon de la pseudo, voix en fait. pour Make It Dark, histoire que on se met dans les oreilles. Voilà, et puis du coup, bah, si vous aimez Make It Dark de Twister Tower, d'ailleurs, foncez sur Walpurgis, hein. C'est exactement cet album-là, c'est les mêmes choses qui sont abordées, sauf qu'ils vont plus loin dans ce qu'ils se permettent de proposer, parce qu'ils ont changé de nom, en fait, tout simplement. Ouais. Mais là, tu vois, justement, ouais. Alors, je mets encore un coup. Alors, ouais, en fait, ce qu'il y a dans la voix de. Alors, attends, faut que je règle le volume. Voilà. En fait, dans la voix du chanteur de Make It Dark, là, moi je vois un côté Judas Priest, un côté Halford, mais plus mélodique, plus folklorique. C'est. Ouais, c'est vachement intéressant, hein. Ah, je vois ce que tu veux dire, oui, effectivement, elle est très très mélodique, sa voix. Moi, je trouve que les placements aussi qu'il peut avoir, ils sont hyper bien trouvés, ils sont Ouais. hyper catchy à chaque fois. Il est vraiment très très fort. Il est très bon cet album. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment un excellent chanteur. Mais franchement, je vois pas pourquoi les gens braillent. Enfin, les lignes mélo, elles sont Ah, parce que impeccables. je pense que il y a plus ce côté puissance qu'on Oui. pourrait avoir sur des Crest of the Martyr ou des Netherworld, tu vois. On Je peux reparle. comprendre que les gens qui étaient fans de ça, Voilà. ils écoutaient, ils se disent ouais putain, mais ils sont devenus mous de ouf, c'est moins impressionnant, c'est moins glorieux, c'est moins tout ça.
peux comprendre hein, totalement. Je peux totalement comprendre cette façon de penser là, quoi. C'est la trahison du contrat tacite, on y revient. Il y a une attente qui n'est pas respectée. Parce que là, je suis désolé, mais les mélos elles sont en place, c'est incroyable. Après, c'est vrai que la voix, elle est quand même. Il y a pas mal d'effets quand même sur la voix. Il y a un vrai travail en post-prod sur la voix. Mais c'est hyper intéressant. Et du coup, ça m'évoque plein de groupes de la veine heavy metal actuel. En même temps, c'est 2011, hein, donc là, je pense à Backlash, un album que j'écoute assez régulièrement. Backlash, faut que je trouve le nom de l'album. Je sais pas si c'est Backlash ou. Parce qu'en fait, des fois. Attends. Oh là là, en plus, il y en a plein. Oh, faut que je trouve dans mes dossiers. Mais ouais, ou alors je pense aussi à Midnight Force. Je sais pas si tu connais Midnight Force. Et si, mais en plus, je crois que je les ai vus en concert, on s'était déjà vu, je crois. Ah bah oui, c'était South Trooper, ouais. Ah, on s'est vu sans se voir du coup. Mais Midnight Force, ça avait. Alors dommage parce qu'en live ils étaient géniaux, sur album c'est moins bien. Mais non, c'est Black Slash, voilà. Black Slash Lightning Strikes Again, qui est un album un peu osef mais que j'apprécie beaucoup. Tout le monde s'en fiche de cet album là. Mais du coup, je suis content que tu aies parlé de Twisted Theory d'ailleurs, parce que c'est un très bon groupe. Ah oui, non, franchement, c'est vraiment un super groupe. Hein. Bah ouais. Mais tu vois, en plus c'est bien parce que tu parles de 2011. Et moi, le dernier que j'avais sélectionné, c'est un album sorti en 2010. Tu vois, un album qui en plus rejoint tout ce qu'on a dit, à savoir pourquoi il a déçu. Bah parce qu'il y a eu la trahison du contrat tacite. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu là que il s'est passé 17 ans entre l'album précédent et celui-ci. Donc, en plus de ça, s'ajoute la hype de retrouver un groupe qui ne faisait plus rien depuis 93. Ah putain, je crois savoir de quoi tu vas parler. Ah allez, vas-y dis. Ah ouais, j'ai plus le nom en tête. War, c'est quoi? Ah je dis non, vas-y, essaie de deviner. Quel genre? Putain, c'est ah, comment il s'appelle cet album de con là? Album de con? Je sais qu'il y avait un truc qui devait sortir. Il y a pas eu une construction studio dans cette histoire, non? Non, ça c'est Winterson peut-être. Oui, voilà, c'est Winterson. Non, j'aurais pu parler de Winterson, c'est vrai. Parce que Winterson, Time 1 qui a été un monument, on attend toujours Time 2. Bah oui, c'est ça. Moi j'avais ça en tête. Non, Winterson. Non, parce que Time 2 est sorti en 2024. Quoi, il est sorti? Mais non. Ah non, il sort en août, il sort le 30 août. Mais non. Parce qu'il y avait la partie 1 qui était sortie en 2012. Oh purée. Voilà. Time 2. Ah non, en fait non, voilà. C'est ça en fait, c'est que non, il y a le premier album Winterson qui est sorti en 2004 qui a tout plastifié. Et il a dit ouais, je prépare le meilleur album qui de tous les temps, ça va être Time. Et en fait, comme ça traînait trop, il y a Time 1 en 2012 et Time 2, en fait, il a fait un financement participatif et finalement, il a fait Forest Seasons qui n'est pas dégueu, mais je comprends que les gens aient j'aurais pu le mettre effectivement Forest Seasons. Moi, j'apprécie, mais je l'ai pas écouté depuis longtemps. Putain, Time 2. Oh là là, oh là là, ça va être ça sort bientôt, ouais. Le 30 août, je vais écouter ça. Alors, du coup, ce qui est fun, c'est que Winterson, mon grand frère était fan. Vraiment, Winterson, c'était son album favori parce qu'il a toujours été, tu vois, dans le heavy. Et lui, alors, le symphonique mélodique death, il adore ça. Et donc, Winterson, ça a été son groupe préféré pendant longtemps. Et Time 2 sort le jour de son anniversaire. Voilà. Incroyable. C'est fou. Non, je parlais pas de ça. J'avais pas parlé de ça. Mais du coup, c'est bien. Ok. J'avais parlé d'athéiste. Ah. Athéiste. Donc ouais, athéiste, Piece of Time, Unquestionable Presence et Elements, qui sont des albums monumentaux. Donc pour rappel, Piece of Time 90, on est dans le thrash technique mais poussé dans des extrêmes d'inspiration jazz que personne ne faisait avant. Athéiste, ils sont venus, ils ont posé un truc que personne n'a fait. Et après ça, il y en a qui ont voulu copier, ça n'a jamais marché. Unquestionable Presence 91, un monument qui est vraiment dinguissime. Si vous ne connaissez pas Motherman, du free jazz dans ton métal, t'en voulais pas, tu l'as. Et puis, ouais. Oui, incroyable. Incroyable. Et Elements, qui est un album très long, 41 minutes, parce que c'est hyper dense. C'est un album que j'aime beaucoup.
Mais vraiment, c'est. Il y a beaucoup de trucs. Mais bon, rien que pour Mineral, c'est. C'est du génie. C'est du génie. Et ouais, Samba Brizza qui. C'est vrai que c'est cool. Mais du coup, Athéiste, faut bien comprendre, 90, 91, 93, c'est 3 albums qui sortent coup sur coup et qui mettent tout le monde sur le carreau et personne comprend. Personne ne pige. Et ce qui est marrant, c'est que. À l'époque justement de Athéiste et de Cynic, parce que Kelly Schaeffer et Paul Masvidal sont très proches, ils tournaient régulièrement, forcément du death metal, on tourne avec Cannibal Corpse, lol. Et donc ce qui se passait, c'est que d'un côté Cynic, ils ouvraient pour Cannibal Corpse, et sauf que la mode death metal d'époque c'était death metal gros bras et compagnie, et Cynic c'est un groupe de PD. Bah oui, désolé, oui, il y a 2 membres qui sont gays. Et justement, à cause de ce genre de comportement, Sean Reinhardt et Paul Masvidal ne voulaient pas faire leur coming out. Merci les Metallitos, vous êtes les meilleurs. Si, changez à tout prix s'il vous plaît. Et oui, Tony Choi à la basse, Tony Choi qui est un monstre. Mais je crois qu'il est décédé, Tony Choi, si je dis pas de bêtises. Et justement, ça a mis beaucoup de mal à Athéiste, ça. Ah non, il est pas décédé, qu'est-ce que je dis. Mais il y a leur premier. Oui, leur premier bassiste est décédé. C'est ça, à Athéiste, ouais. Et ça a été très compliqué pour eux. Leur premier bassiste, c'est Roger Patterson. Voilà, Roger Patterson, qui justement a métamorphosé le son d'Athéiste. Vraiment, Roger Patterson, c'est game changer. Et du coup, voilà ce qui. Et du coup, Athéiste, eux, quand ils ouvraient pour Cannibal Corpse, les gens étaient là en mode je comprends pas, c'est trop compliqué pour ma tête. Oui, effectivement, Athéiste, c'était pas forcément le truc à bouquer avec Cannibal Corpse. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les années 90, le son Athéiste et l'ambiance dans les albums, surtout avec Elements, les gens se sont dit mais ça c'est intestable, ça c'est inimitable. Problème, c'est quand tu es seul à faire ton principe dans une scène floridienne qui est marquée par le death metal, on va dire plus efficace, il se passe que en 94, Athéiste s'arrête. C'est un peu dans le même point que pour Cynic. En fait, Masvidal, il faisait du métal parce que c'était l'air du temps. En vrai, Masvidal, il est compositeur pour un tas de shows télé et tout ça. Il est énormément inspiré par la musique folk. Et c'est pour ça qu'après Focus en 93, Masvidal a mis Cynic en hiatus. Et il s'est plutôt lancé dans Portal et plus tard Eon Spock, qui sont des projets un peu plus folkloriques, musique acoustique, parce que c'est ce qui le parle par-dessus tout. Pour ce qui est Athéiste, c'est que vraiment en 93, ils ont sorti 3 albums qui étaient monumentaux, mais la scène n'était pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient faire, et du coup c'est beaucoup de frustration, beaucoup d'efforts qui... voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, Athéiste s'est mis en pause. Ils ont dit voilà, en 94, on s'arrête. Mais, les années allant, Kelly Schaeffer, il se dit j'ai quand même encore envie de faire de la musique, j'ai encore envie de faire quelque chose... quand même ça me démange. Allez, en 2006 on se reforme. Du coup 2006 il commence à refaire des petites tournées par-ci par-là. Notamment en fait il tâte un petit peu le terrain pour voir si les gens sont encore au rendez-vous pour Athéiste. Et il y a que les gens sont au rendez-vous, parce que Nécrophagiste, Épitaphe, ça a rappelé le tech death, ça a ramené des gens dans les Athéistes, Cynic et compagnie. Autant te dire qu'en 2006, les gens étaient chauds comme la braise. Athéiste annonce, 2008, je crois que c'est à ce moment-là, 2008-2009, allez, on rentre en studio et on fait ce qu'il faut. Ils sortent un single en 2010, Second to Sun, et c'est mitigé. Et quand sort Jupiter, en 2010, c'est la douche froide. Les gens sont là, genre, attends, mais on a attendu 17 ans pour ça. Et là où c'est intéressant, c'est que je parlais du podcast avec Paul Masvidal. Et justement, Paul Masvidal parle de la façon dont ces albums ont été reçus après 2007, donc après Trestiner. Et Kelly Schaeffer le parle aussi. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils font du prog. Et le problème, c'est que Jupiter, il sonne pas prog. Dire, la production de Jupiter, elle est dans le jus de 2010. Elle est assez sécosse, la production. Et c'est très étouffé. C'est vraiment... t'as pas cette habitude-là. Quand tu connais Athéiste, t'écoutes Jupiter, tu fais... Oh, ça pique un peu dans les oreilles. C'est pas accueillant, c'est pas rond. Ouais, c'est un peu harsh, tu vois.
Mais en réalité, si tu dépasses cette production au niveau compo et au niveau athéiste, hein, en fait, il faut vraiment l'écouter plusieurs fois. C'est un album de prog, faut prendre le temps. Et justement, le groupe a déçu au début parce que, première réaction, c'est vrai que tu dis le son est pas terrible. Hein. Je veux dire, vraiment, le son est particulier. Mais une fois que tu comprends les compos, une fois que tu comprends aussi que Kelly Schaefer voulait plus d'agressivité, plus de hargne, et finalement, aller dans un autre style que ce qu'il y avait dans notamment Elements, tu comprends mieux le principe. C'est déstabilisant, c'est ce qu'ils recherchent. Par contre, niveau compo, il est sur du athéiste. Et justement, Gare du Nord parle de Fucking Christ. Fucking Christ, mais qui a le meilleur élément de jazz dans toute la carrière athéiste. Là, un côté un peu bossa nova samba en plein milieu de refrain. C'est du génie. Je sais pas toi ce que tu... C'était un peu familier de ça? Il faudrait que j'ai jamais écouté Jupiter. Il faudrait que je l'écoute. Ouais. Même moi, hormis une Questionable Presence, Unquestionable, ouais. j'ai pas du tout écouté le reste d'Athéiste. Moi, je suis vraiment resté martyrisé par Unquestionable Presence, que je trouve, pour moi, qui fasse dans le métal extrême, pour moi, il est dans le top 5, toujours confondu, tout ce que tu veux. Pour moi, c'est un des plus grands albums de métal qui est sorti. Your Laugh Retrovision, je sais plus c'est quel morceau, je sais plus c'est sur un Incarnation Dream où il y a un break monumental. Oui. Enfin, l'album est juste terrifiant pendant ces 32 minutes. Ouais. Pour moi, on n'a jamais fait aussi bien que ça. Et du coup, je t'avoue que de devoir se mettre ce Jupiter, ça donne pas envie au départ. Mais franchement, tu vois, je l'ai même en vinyle, une Questionable Presence, tellement je le trouve fantastique. Donc, ouais, faudrait que j'essaie, mais faudrait vraiment que je m'enlève de la tête une Questionable Presence, quoi. Faudrait vraiment que je passe outre. Ouais, parce que oui, honnêtement, si tu es matrixé par une Questionable Presence, tu vas écouter Jupiter, tu vas avoir un mouvement de recul. Je vais pas te mentir, hein. Mais après, ça peut être une expérience intéressante. Ah oui. Mais vraiment, moi j'ai mis beaucoup de temps à apprécier Jupiter. Mais moi je regrette pas. Enfin, tu vois, dans la hiérarchie, moi c'est vrai que c'est Piece of Time mon préféré. Mais parce que moi je suis gros féru de thrash. Et de thrash death, thrash tech, pardon, ça me parle de fou. Mais vraiment, Piece of Time, Unholy War, Room with a View, ça, rien que ce trio de départ, c'est incroyable. Mais vraiment, ouais, j'ai Piece of Time, Unquestionable, Jupiter et Elements. Pas par la hiérarchie de préférence, mais dans la hiérarchie de ce que je vais écouter régulièrement. Elements, j'ai plus de mal à l'écouter parce que... Alors j'aime beaucoup, à chaque fois que je l'écoute, c'est un enchantement. Mais tu vois, Elements, je vais l'écouter une fois par an, toujours au même moment, toujours en septembre-octobre. Par contre, Piece of Time, je vais l'écouter 2-3 fois dans l'année. Unquestionable, Jupiter pareil 2-3 fois. Et Unquestionable 2 fois. Parce que c'est très vaste, il y a énormément de choses qui se jouent, c'est tellement unique. Et justement, on avait eu comme ça un débat chez Maxwell parce qu'il avait fait comme ça une sorte de classement des logos de groupe. Et il y en a qui trouvaient le logo d'athéiste naze. Non. Moi, ça m'a toujours fait penser à du fromage. Bah, moi non, moi un graphe. Moi, j'ai toujours pensé à du fromage, genre, on dirait de l'emmental, non? Ou du gruyère un peu, non, je sais pas. Oui. Non mais c'est vrai, t'as pas tort. Mais non, moi je pensais à l'effet graphe. Et plus Kelly moi je l'aime bien, hein. Ouais. Mais en plus, tu vois, Kelly Schaefer a toujours eu ce look, on va dire, un petit peu street. Donc, il y en a qui disent la mimolette. Bon, allez, en commentaire, vous dites à quel fromage vous fait penser le logo d'athéiste. Allez, c'est cadeau, c'est pour vous. Non, moi, j'avoue que le logo d'athéiste, il colle avec la promesse musicale. Ça ne ressemble à rien d'autre. Dire le logo d'athéiste, il y a que athéiste pour avoir ce côté graphe dans le métal. On vient dans le métal parce que le hardcore c'est autre chose. Mais vraiment dans le death metal et le metal extrême, athéiste a un logo qui ne ressemble à rien d'autre avec un côté graphe. Et musicalement, eh bien, Unquestionable Presence, Elements, ça ne ressemble à rien d'autre. Eh bien, Jupiter, même si le son est plus écosse, ben musicalement, en
encore une fois, ce qui est fou, c'est que les gens apprécient la créativité et l'audace des albums des années 90 athéistes. Mais Jupiter, c'est exactement ça, mais en 2010, avec un son et des enjeux propres à cette époque-là. Donc après, voilà, les goûts et les couleurs, on peut moins apprécier le résultat final, mais dans son concept, on est exactement dans la même ordre d'idée. Enfin voilà. Voilà, du coup, effectivement, là j'ai un peu sorti toutes mes cartouches d'albums décriés. Moi j'en ai encore une si tu veux. Allez. Ouais, c'est ma dernière. Ah, parfait. C'est ma dernière et puis du coup je l'ai rajouté au dernier moment parce que Oui. Mom m'a dit avant qu'on commence t'as que du heavy et je lui ai dit oui. Je lui ai dit mais par contre si tu veux j'en ai un de métal extrême que je peux évoquer parce que c'est aussi un des premiers auxquels j'ai pensé après qu'il m'ait donné le sujet de cette émission. Et il s'agit d'un album sorti en 2014. Donc récent aussi. Et moi je voulais parler des Grecs de Septic Flesh. Puisqu'en 2014 ils ont sorti Titan. Titan qui est sorti avec deux monstres que sont Communion, le retour du groupe après Sumerian Demons qui était sorti en 2003. Tout à fait. Et l'acclamé The Great Mass, hein, qui a tout raflé sur son passage en 2011. Tout le monde a adoré The Great Mass et à juste titre, c'est un très très bon album. C'est vrai que moi je le trouve vraiment incroyable avec une clarté dans le son, un travail de composition absolument fantastique. Et du coup, 3 ans après, sort Titan. Et un peu décrié quand même Titan, parce que je pense qu'il a pas du tout autant été apprécié que The Great Mass. Je peux comprendre pourquoi, j'entends. Le son est différent, il est beaucoup plus chaud, beaucoup plus dense sur Titan. Et du coup, je pense que pour certaines personnes, on manque de clarté dans ce côté un peu orchestral. Mais quand même de se dire que ils en sont venus à un point, il me semble que c'est sur cet album, où ils composaient l'orchestration, les parties orchestrales, et ils rajoutaient le métal par-dessus. Moi, je trouve que c'était quand même ballsy de leur part avec Septic Flesh. Et moi, je trouve que Titan est incroyable. Incroyable. Que ce soit dès le début avec War in Heaven, avec ces violons là qui sont langoureux, qui mettent du temps à monter, la puissance et tout. Ils t'enchaînent ça avec deux brûlots pur death que sont Burn et puis Order of Dracul. Mais vraiment ultra violent, mais avec des trucs absolument fous sur des breaks sur Order of Dracul. Et puis ensuite, que ce soit le prototype, Prometheus, vraiment, c'est fou. Confession of the Serial Killer, où ils se permettent l'utilisation d'un thérémine, vraiment pour donner ce côté dérangeant et tout. Ah ouais, non mais c'est fou, c'est fou. Moi je trouve que l'album est grandiose, vraiment grandiose. Et je trouve que, je comprends pas pourquoi il a autant été boudé. Surtout que Codex Omega a l'air d'avoir bien marché. Ah, Codex Omega, ouais. J'ai dû l'écouter une fois, je suis pas rentré dedans. Mais moi je trouve que Titan c'est vraiment un grand album. Et moi je vais le dire, je le préfère à The Great Mass. Quand j'ai envie de réécouter du Septic Flesh récent, je vais me mettre Titan. Et pas un autre. Et j'aime beaucoup aussi la première période du groupe. Les Ophidian Wheel, tout ça. Mais vraiment, Titan, je le trouve d'une puissance rare. Et je trouve que ce côté chaud, ce côté feutré qu'ils ont trouvé dans le son, moi je trouve que ça marche bien. Même si je peux comprendre qu'on manque de clarté, surtout quand on veut mettre autant l'orchestre devant. Mais vraiment, moi je trouve que les mélodies, les orchestrations sont mieux composées que sur The Great Mass. Je trouve que ça va plus loin dans l'idée. Et je trouve ça vraiment, vraiment grandiose, quoi, c'est le terme. Mais vraiment, Titan, incroyable. Donc là, tu dirais, dans ce que tu as évoqué, qu'en fait, Titan, auparavant, ils enregistraient les parties métal et ils ajoutaient les orchestrations par-dessus. Là, c'est l'inverse. Ils ont composé le côté orchestral et par-dessus, ils ont mis le death metal. Il me semble. Peut-être que ça a été déjà pensé comme ça aussi sur The Great Mass. D'accord. Mais il me semble avoir lu une interview c'est le guitariste qui compose, qui disait qu'ils en sont arrivés à un point où ils composaient les parties orchestrales et ils rajoutaient le côté métal ensuite par-dessus. D'accord.
Ouais, Mais c'est. Ouais. vraiment, ouais. Effectivement, ouais, ces petites flèches. Après, je pense aussi ce qui peut expliquer les différences d'appréciation autour de ces petites flèches, c'est peut-être aussi la diversité du public. Tu vois, parce que c'est que jusque-là, on n'a pas vraiment forcément enfin, on a parlé de la trahison qu'il pouvait y avoir dans le contrat tacite, tout ça, machin et tout. Mais c'est vrai que jusque-là, les groupes qu'on a évoqués, même si Iron Maiden a une diversité de public, il y a dans ces petites flèches, la différence avec Iron Maiden, c'est qu'il y a un public très marqué. Globalement, Iron Maiden, tout le monde attend à peu près la même chose de Iron Maiden, tu vois. Alors que ces petites flèches, ils sont entre deux, où ils ont à la fois un public de métal extrême, des gens habitués du death metal, qu'un Mhm. public qui n'est pas death metal et qui n'a pas les codes du métal extrême, et qui ont plus été attirés par le côté symphonique. Moi je sais Mhm. que Septic Flèche est très apprécié même de non-métalleux. Oui. Tout comme Gojira, tout comme Metallica. En fait, c'est des groupes qui ont des. Septic Flèche est un groupe qui a une proposition artistique qui dépasse le cadre du métal. Et donc, peut-être que Titan contente une part de ce public, peut-être non métalleux, ou tout du moins non métal extrême, et que l'autre partie métal extrême n'est pas convaincue. Je sais pas. Après, moi, je trouve qu'il y a au niveau du son et puis au niveau de certains passages des spectacles, je trouve que euh, justement, Titan, il met certainement plus l'accent encore sur le death metal. Mhm. Donc, je pense qu'ils ont un peu touché tout le monde avec Titan. Et peut-être pour ça, justement, qu'il Mhm. est décrié, parce qu'il prend peut-être pas un parti pris trop Ouais, death metal ou trop orchestral, il est vraiment entre. Enfin, le côté de critiquer l'album voudrait dire qu'il est entre deux, qu'il a le cul entre deux chaises. Et moi, de ce que je le ressens, c'est que le mariage est extrêmement bien fait. C'est comme ça que moi je le prendrais plutôt, ce Titan. Mais oui, je vois exactement avec les variations du, du public. Après, il y a des groupes qui sont très très forts, tu vois. J'ai pensé à ça quand tu parlais, quand tu évoquais ça. ouais, Je pense à Ulver, oui, où voilà, aussi. moi j'aime beaucoup la période folk des débuts, ce Nathaniel Madrigal absolument hallucinant dans le black metal qui est sorti en 97 avec un son exécrable, mais des compositions dantesques. Et puis les mecs qui vont sortir 3 ans plus tard, Perdition City, quoi, Bien sûr. qui est un des trucs que j'écoute encore peut-être une fois par mois, tellement je me perds dans cet album qui est absolument fantastique, quoi. Ulver Donc, aussi, ouais, qui est. Pardon, juste pour dire que Ulver aussi est un groupe qui est très apprécié des non-métalleux également, et oui, bah non-métalleuses. voilà. Ouais, Bah, parce qu'ils ont fait depuis, on va dire, ouais, les Perdition City, ils ont pas ressorti de métal. Donc, c'est vrai. euh, je pense aussi Shadow of the Sun, qui est absolument incroyable. Mais après, c'est un groupe qu'il faudrait que j'écoute plus. Mais j'ai déjà tellement de trucs à écouter que j'ai du mal à me poser. Mais oui, voilà, Pulver a réussi ce tour de force là, quoi. Mais le tour de force, il est puissant parce que moi, je pense très sincèrement que les fans qu'ils ont conquis avec des trucs comme Nathens Madrigal absolument hallucinants, ben, ils les ont gardés avec Perdition City. Oui. Parce que c'est des gens qui étaient tellement dans le jusque-boutisme dans leurs envies, dans leurs écoutes pour écouter Nathens Madrigal et apprécier, il faut quand même avoir un grain, tu vois. Parce que quand t'entends le son, il faut quand même le vouloir. Et je pense que du coup, ils ont réussi à garder ces fans de la première heure tout au long de leur discographie et à en gagner des nouveaux derrière. Mm. Mais ils ont jamais. Moi, je pense Ulver, ils ont jamais perdu. Je pense pas qu'il y ait vraiment des allumés qui se disent moi, je veux que du black, j'écoute que ça. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui étaient fans de Ulver à cette époque-là, qui ont complètement arrêté quand tu vois la qualité de ce qu'ils ont sorti après. J'avoue que je sais pas, parce que la plupart des fans de Ulver avec qui j'ai parlé, c'est pas des black métalleux en fait. Mm. C'est. Alors, il y en a qui vont être plus critiques en disant que ce sont un peu. Tu vois, c'est un peu l'intelligentsia qui s'approprie Ulver. Ce qui est pas forcément faux, hein. Il y a un côté un Mm. peu. Il y a quelque chose de très élégant et sophistiqué chez Ulver qui touche des personnes qui font partie, on va dire, de la culture légitime haute société, hein, avec tous les guillemets qui vont avec. Mais oui, ça a touché une certaine frange de la population.
Mais honnêtement, j'ai l'impression que le début black metal de Ulver est un peu mis sous silence. Même s'il y a quelques articles qui vont évoquer comme quoi Ulver avait un black metal particulier et tout. Moi honnêtement, je trouve que les débuts black metal de Ulver sont assez passe-partout. C'est pas là la force de Ulver, clairement pas. Et du coup ils ont bien fait de défoncer les barrières et d'aller vers un autre environnement. Parce que même si on pourrait se dire qu'il n'y a pas de cohérence musicale entre chaque album, ce qui est une réalité, on s'en fout. Chaque album a son environnement, ses couleurs, et je dirais jamais assez, je préfère un groupe qui se vautre en tentant quelque chose, plutôt qu'un groupe qui reste sur ses acquis. Dire, même le Lulu de Metallica, non, il y a quand même une limite déontologique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on prend Morbid Angel, même l'album industriel qu'ils ont sorti en 2010, Illud Divinum Insanus 2011 pardon. Ah, on aurait pu le dire en album décrié, mais j'ai déjà fait un pourquoi c'est flop dessus, donc je vais pas forcément revenir dessus. Il y a des bonnes idées dans cet album. Moi j'insiste, le death metal dans Illud, il est pas dégueu. Le problème c'est la partie électro qui n'est pas maîtrisée. Et c'est pour ça que on parlait là dans le chat de Redemptor. Redemptor est un groupe polonais. Et justement, écoutez le progénitor de Redemptor, c'est Prodigieux. Non, c'est pas Progenitor. Progenitor, c'est autre chose. C'est Mekina. Non, le Artaneum de Redemptor. C'est Morbid Angel électro en mieux. Voilà, c'est tout. Dire voilà, là où Illud s'est vautré, là ils ont réussi. Enfin, du coup, voilà, Redemptor. 35% Illud sur Encyclopédia Metal. Ouais. 35%, c'est le plus bas que j'ai déjà vu. Moi, je trouve que c'est encore trop haut. Oh non, mais I am morbid quoi. Ou too extreme. On est trop extrême. Ouais, c'est bon. Quand on est à ce niveau-là, c'est que bon, t'as besoin de flexer quoi. Ouais. C'est compliqué. Ben voilà. Non, mais voilà, moi c'était ce petit flèche pour un peu prouver au monde que je n'écoute pas que du heavy metal pour avoir autre chose aussi à dire. Mais c'est très bien. Mon dernier album décrit. Après, je pense que si je regarderais encore ma disco, j'aurais plein de trucs encore à évoquer, mais là, tu vois, ça a déjà été assez difficile quand même de sortir pas mal de trucs. Mais ça m'a fait réécouter des albums qui dataient un peu, donc j'en suis plutôt content, notamment les Halloween. Ça faisait longtemps que je me les ai pas mis dans les oreilles. Bah, t'as quand même réussi l'exercice avec brio, t'as fait tes devoirs bien comme il faut, donc c'est bon, c'est validé, pas d'inquiétude. Super. Merci. Non, cool. Mais c'était vachement chouette parce que du coup t'as parlé honnêtement, et c'est ça qui est chouette avec ce format-là. Et justement, là on en parlait dans le chat, effectivement, ces petites flèches, c'est bien que t'en parles parce que ça permet de remettre en avant Kerim Lechner, qui a rejoint le groupe en 2014 et qui a un projet solo dinguissime, hein, Explore sorti en 2014, qui est vraiment avec des textures aquatiques, océaniques superbes. Chimera, il y a de la voix, c'est pas terrible. Par contre, Gedenken Carousel, là c'est tu prends la version instrumentale, t'es bien. Et bien sûr, The Eternal Return, sorti en 2022 je crois. Pareil, tu prends la version instrumentale, c'est prodigieux, c'est du génie. Kerim Lechner, moi j'apprécie ce mec. Il a un super flow, il est beau gosse et il joue super bien. Donc voilà. Je pense qu'on pourra se laisser du coup sur tout ça. En tout cas, voilà. Merci à toutes et à tous sur Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas, le like, le partage, l'abonnement et vos commentaires pour débattre sur ce qu'on a dit. Moi en tout cas, Mathieu, encore une fois, c'était un très très grand plaisir. J'espère que ça t'a plu également. Bon bah oui, comme d'habitude, toujours un plaisir. Merci encore pour l'invitation. C'est toujours très très agréable. Bah ouais, là franchement on a parlé en plus de plein de choses. Moi je suis super content parce que là on a bien à partir de ce sujet là évoqué des histoires de groupes, des histoires de labels, des histoires d'albums. On a parlé de plein de choses, du black, du death, du thrash, du heavy, de plein de périodes différentes. Et là je pense que voilà, avec tout ça les gens ont de quoi écouter, se mettre des choses sous la dent. Puis en plus ça parlait de Twisted Tower d'ailleurs. Alors là, c'est parfait. Effectivement. Je rappelle que vous pouvez retrouver Mathieu à Radio Campus Besançon.
L'émission Heavy Ma Vie, je mets le lien ici, il sera en commentaire épinglé évidemment. Je mets aussi Radio Krampus, que tu as évoqué avec Romain. Voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça. Du coup Mathieu, je vais te laisser le mot de la fin. Merci encore pour l'invitation, puis merci à tous ceux qui étaient sur le live. Merci aux gens qui regarderont ça en rediff sur YouTube. Voilà, si je vois des commentaires, peut-être que je me mettrai à répondre à ces commentaires. Si vous avez des questions et puis tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et bien voilà, en tout cas pour ce qui est de la rediff, c'est tout pour nous. Donc on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Ciao.